Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Jean-Christophe Lagarde, bien sûr, vous étiez au discours de politique générale du Premier ministre hier. Est-ce que c'était d'un bon niveau et avez-vous voté la confiance ? Alors, c'était d'abord un discours politique sérieux, cadré, timé au sens où il y avait un calendrier qui peut être, comment dirais-je, vraisemblablement tenu. Bon. Est-ce que j'ai voté la confiance ? Non, parce que la confiance, ça se construit. C'est bien, vous dites une chose et en fait... c'est pas parce que le discours est sérieux que je suis d'accord sur tout. Il y a beaucoup de choses que je peux partager, il y a des choses que je ne partage pas. Et je pense que la confiance, ça se construit. Qu'est-ce qui s'est passé ? La République En Marche a gagné les élections. Habituellement, quand on perd les élections, ce qui est notre cas, on s'oppose et on vote contre la confiance. On s'est dit non, on va faire différemment. On accepte de travailler, et c'est pour ça qu'on a bâti le groupe Les Constructifs, on accepte de travailler avec le gouvernement pour essayer de faire réussir la France. Et le défi, en réalité, à partir du moment où nous avons pris cette attitude, il n'est pas pour nous, il est pour eux. Il est pour Emmanuel Macron, il est pour Édouard Philippe, il est pour le groupe La République En Marche. Est-ce qu'ils s'enferment dans leur parti unique ayant la majorité absolue, ou est-ce qu'ils sont capables de travailler avec les Français ? Donc En d'autres termes, vous êtes abstenu. En d'autres termes, oui. Pour leur laisser cette possibilité d'ouvrir, entre guillemets, les discussions et de tenir compte des idées des autres. Quelle a été la position de l'UDI ? En d'autres termes, Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu le 7 mai et qu'il est au Louvre, il dit « Je tiendrai compte de l'avis de celles et de ceux qui ont voté pour moi au second tour mais qui ne l'ont pas fait au premier. Nous sommes ceux-là. On va voir s'ils en tiennent compte. » Et quelle a été la position de l'UDI ? Parce que ça, c'est votre position. Est-ce que tous les députés UDI se sont forcément abstenus ? Dans le groupe Les Constructifs républicains UDI indépendants que nous avons bâti, les 2 tiers se sont abstenus, 1 tiers a voté pour. Parmi les députés UDI, sur la vingtaine, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont voté pour. Et sur le fait que les 3/4 des, vous savez, c'est la même républicains, chose. Oui, mais eux se soient abstenus, est-ce que quand même c'est pas dangereux de voir qu'il n'y a pas une véritable opposition ? Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans un piège là ? C'est pas suicidaire quand ils ont fait campagne sur le fait qu'il fallait être une opposition ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe chez les Républicains. Mais vous étiez partenaire pendant un moment. Oui. Nous sommes alliés dans une élection, ça veut dire que chacun a aussi son indépendance. Vous les reconnaissez maintenant, les Républicains ? Ils ont une attitude qui les concerne. Je pense qu'ils ont beaucoup de débats en interne. Je pense qu'il y a un certain nombre de Républicains qui en ont assez de la dérive droitière que ce parti a connue depuis 7 ans. Je reviens simplement. Voter pour la confiance au sein de notre groupe ou s'abstenir, c'est finalement la même chose. D'aucuns disent on fait crédit et on verra, quitte à se retirer et à retirer la confiance. Les autres, comme nous, la majorité du groupe, disent tout simplement nous sommes prêts à travailler, à apporter des idées, à corriger des erreurs, à soutenir ce qui va bien. On ne va pas inventer des désaccords là où il n'y en a pas. Et quand il y aura des désaccords, on les assumera franchement. Ça s'appelle être dans une opposition ouverte, c'est ça ? Ça veut dire être dans une opposition constructive pour améliorer ce qui n'ira pas, soutenir ce qui est nécessaire, combattre ce qui n'est pas. Est-ce qu'il y a encore une opposition à l'Assemblée nationale quand on entend Jean-Luc Mélenchon ? Il est peut-être tout seul maintenant dans l'hémicycle. Oui, enfin, Jean-Luc Mélenchon, il est dans un show. Il n'est pas en réalité dans une opposition dans cette affaire. Je pense qu'il y aura des oppositions, en l'occurrence. Et quand vous m'interrogiez tout à l'heure sur LR, je pense que leur abstention d'hier, en tout cas pour la majorité du groupe, ne va pas durer bien longtemps. La question ensuite, c'est on fait quoi projet par projet ? Je prends un exemple. Le gouvernement veut se faire habiliter pour les ordonnances sur la réforme de la loi travail. Le Premier ministre hier l'a dit. C'était le projet des Républicains. Est-ce qu'ils votent pour ou est-ce qu'ils votent contre ? S'ils votent contre, il y a une incohérence, mais ils sont une opposition. S'ils votent pour, eh bien, ils auront finalement accepté que notre démarche est plus moderne que celle qu'ils avaient habituellement. Alors reprenons peut-être un petit peu ce qui a été dit hier. Les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron pour 2018 seront certainement reportées avant la fin du quinquennat, dit-il. Bon, ça, on verra. Je pense notamment à l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. C'est retardé ou c'est enterré, selon vous ? Écoutez, j'en sais rien, mais moi je souhaiterais que ça soit enterré parce que c'est une mauvaise réforme. Ça fait partie des désaccords et des raisons pour lesquelles je n'ai pas voté la confiance hier. Bien sûr que c'est très populaire de dire aux Français on va supprimer la taxe d'habitation. Mais c'est une double faute. Première faute, ça prive les collectivités locales de 10 milliards d'euros. Ça veut dire que l'État va compenser la première année. Mais sur 10 ans, les collectivités locales seront une fois de plus étranglées. Les collectivités locales, ce n'est pas le plaisir des élus, c'est la vie quotidienne de nos concitoyens. Deuxième faute, c'est la double faute. En réalité, ce qui se passe, et la réforme qui est nécessaire, c'est de fusionner la taxe d'habitation et la taxe foncière. Nous avons 2 impôts qui pèsent sur nos concitoyens et qui alimentent la même collectivité. La taxe foncière, qui est en réalité payée par tout le monde, par les propriétaires aux percepteurs et par les locataires à leurs propriétaires. En réalité, il y a un impôt qui tient compte des revenus, c'est la taxe d'habitation, et un impôt qui ne tient pas compte des revenus. Tout ça pour le même financement.
Il faut fusionner les deux, plutôt que cette idée du président de la République qu'il a eue pendant la campagne électorale, qui a permis d'être populaire, mais qui me paraît une idée fausse. Mettons ensemble les deux taxes d'habitation ou de foncier local, une seule taxe, on simplifie, et mettons-la sous condition de ressources, on rend les choses équitables. Mais là, va de même pour le CICE, pour l'ISF, tout ça c'est retardé. Non, en fait, ce gouvernement ne peut pas tenir ses promesses, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. D'abord, le CICE, il est retardé parce que c'est pas finançable sur cette année, et parce qu'il y a les factures de Hollande. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Il y a quand même 9 milliards de factures de démagogie que François Hollande a lancées à la fin de l'année 2016 et de l'année 2017, et qui représenteront 14 à 15 milliards l'an prochain. Évidemment que ça vient percuter le projet qui avait été présenté aux Français. Mais dans les mesures annoncées hier, est-ce que vous voyez de quoi booster la productivité, la compétitivité ? Je pense que la première mesure... C'est quand même le vœu du président de la République. Oui, parce qu'il y a par exemple le fait de revenir à la moyenne européenne sur l'impôt sur les sociétés. Mais je pense que la première mesure qui permet de booster la compétitivité, c'est d'abord de simplifier, d'alléger les contraintes des entreprises, et notamment dans le domaine du droit du travail. Jean-Christophe Lagarde, vous êtes fumeur ? Pardon, oui, hélas. Bon, le paquet de cigarettes à 10 €, c'est une mesure populaire ? Oui, mais moi je ne vote pas en fonction de problèmes personnels. Je pense qu'il y aura un débat là-dessus, et moi je ne suis pas d'accord avec cette idée. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'il est impossible de lutter contre les trafics de cigarettes, et on le voit d'ailleurs sur toutes les zones frontalières, et qu'à 10 €, on fera plus exploser le trafic que reculer la consommation. Jean-Christophe Lagarde, quand vous parliez tout à l'heure des années Hollande, finalement, qu'on est en train de payer aujourd'hui, quand vous voyez aussi qu'il y a eu tous ces retards annoncés sur les fameuses baisses d'impôts et sur les décisions qui ont été prises, vous croyez quoi ? Qu'il y a un plan caché pour avoir des hausses d'impôts prochainement ? J'en sais rien. J'espère que non. J'en sais rien. J'espère que non. La réalité, c'est que le Premier ministre a dit qu'il voulait commencer par la baisse de la dépense. C'est la seule chose qu'on n'ait jamais faite en France. Baisser la dépense, on en a parlé depuis... Il peut y arriver ? Baisser la dépense, on en a parlé depuis des décennies. Simplement, en France, quand on dit qu'on baisse la dépense, quand tous les gouvernements précédents ont dit qu'ils baissaient la dépense, ils ont simplement augmenté moins vite que prévu. Mais c'est pas baissé. Or, nous avons un déficit financier et une dette qui mettent la France en danger. Et qui mettent la France en danger sur sa souveraineté. Je veux alerter une fois de plus, et donc le Premier ministre aura notre soutien sur ce point-là, je veux alerter, nous sommes les seuls, nous centristes, à le dire depuis 15 ans. Nous allons droit vers le chemin qui a été celui de la Grèce. C'est une question de souveraineté nationale, c'est pas pour faire plaisir à des normes, à des comptables ou à l'Europe. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une dette de 2150 milliards d'euros rien que pour l'État, qui finalement dépend de qui ? Des banques, demain du FMI et d'États étrangers. Ils nous prêteront ou ils ne prêteront pas, et c'est eux qui décideront à notre place. C'est ce qui se passe pour la Grèce, regardez. Et moi, je ne veux pas de cet avenir-là pour notre pays. Vous dites, on va regarder, on va attendre, on va voir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre positionnement, qui a l'air d'être peut-être pris entre, d'un côté, les constructifs, les LR, le centre, l'UDI. Où est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui ? Déjà, vous venez de faire un mélange, parce que les constructifs et l'UDI, c'est nous quand même. Hein. Bon, donc on n'est pas pris entre qui que ce soit, puisqu'on n'est pas pris entre nous et nous, si je peux me permettre. Mais pour essayer d'expliquer quelque chose qui va vous paraître peut-être très difficile, mais finalement, qui me paraît à la fois nouveau et sain. On va simplement faire comme n'importe quel Français, regarder projet par projet ce que fait le gouvernement. Vous croyez que nos auditeurs et nos téléspectateurs, ils se disent tout est bien ou tout est mal ? Non, il y a des bonnes choses. Quand par exemple il parle de l'égalité sur les retraites, nous le soutiendrons. Lorsqu'il évoque la nécessité de reconstruire une éducation nationale, et il commence son discours par là, qui permet l'ascenseur social, c'est notre ADN. Lorsqu'il parle de l'augmentation de la CSG, je pense que c'est une mauvaise mesure et je la combattrai, parce que à la fois ça ne crée pas de compétitivité ni d'emploi, et ça ne crée pas non plus de pouvoir d'achat. Parce que, pardon de le dire, pour les salariés, c'est bon, mais pour les fonctionnaires, les retraités, etc., c'est mauvais. Je pense que ça, c'est une erreur. Sur les faits... Vous voyez, on va sortir de la politique. En fait, c'est pour ça qu'on a construit ce groupe et qu'on construira, je l'espère, une force politique. Alors, on va sortir de la politique caricaturale, de la politique réflexe, et on veut rentrer dans la politique réflexion. Il y a effectivement des gens qui proposent des projets au gouvernement ou même au Parlement, et on peut juger de ce qu'ils disent, pas en fonction de leur étiquette. Moi, je ne savais pas en entrant dans l'hémicycle que j'allais voter sur la confiance ou pas, et j'ai écouté le Premier ministre. Et par exemple, il y a une idée qu'il a soulevée et qui m'a heurté, et que je combattrai également, que personne n'a repéré évidemment, qui est le retrait aux maires de la possibilité d'aménager leur ville à travers les permis de construire. Je pense que c'est un recul démocratique extrêmement mauvais, extrêmement dangereux. Malheureusement, dans une assemblée où il y a quasiment plus d'élus locaux ou de gens qui ont eu ce parcours, donc ils vont dire que c'est formidable, sans se rendre compte que les maires
les conseils municipaux sont encore le dernier lien de nos concitoyens avec la démocratie, et qu'un maire qui ne peut pas aménager sa ville, il subit toutes les conséquences de gestion pour les écoles, les espaces verts, les équipements publics, etc. Mais par contre, il n'a plus l'impulsion. Ça, c'est pas de la démocratie, et ça, je pense que c'est une erreur d'orientation. Christophe Lagarde, vous étiez maire, vous êtes député, il faudra choisir certainement... Non, il n'y a pas de choix. Je vous rappelle que c'est la loi, vous êtes contraint à abandonner votre mandat précédent. Et alors ? Voilà, je vais être contraint à abandonner mon mandat de maire. Je l'ai expliqué dans la campagne électorale et c'est assez évident. Jean-Christophe Lagarde, cérémonie d'hommage nationale à Simone Veil ce matin aux Invalides en présence du président de la République. Je crois qu'elle a été présente le jour de la naissance de l'UDI. Elle a même symboliquement eu, je crois, la première carte d'adhérent à votre parti. Cette carte étant très grande dans le bureau du président de l'UDI que je suis. Quel vous êtes. Quel souvenir personnel vous avez de Simone Veil ? Moi, j'ai 3 souvenirs personnels très rapides. Le premier, c'est que je me suis engagé en 1989 dans la campagne européenne qu'elle conduisait pour notre famille politique. C'était à l'époque le CDS, ça s'appelait comme ça à l'époque. Centre des démocrates sociaux. Le deuxième souvenir personnel, c'est que lorsque je suis devenu maire de Drancy, il n'y avait pas de mémorial sur la déportation pour transmettre la connaissance et la mémoire aux enfants. Et j'ai appelé Simone Veil, elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation, et je lui ai demandé si on pouvait travailler ensemble. Elle a immédiatement dit oui, et je peux vous assurer qu'elle a à la fois pris les choses en main pour bouleverser et renverser toutes les résistances avec une autorité et un caractère aussi redoutable qu'admirable. Et le troisième souvenir, c'est celui que vous évoquiez. Lorsqu'avec Jean-Louis Borloo, nous avons bâti l'UDI, lancé l'UDI, c'était en 2012 à la Mutualité. Elle a tenu à être là, et alors qu'elle était déjà fatiguée, malade, elle est arrivée au bras de Jean-Louis Borloo, et il y a eu dans toute la salle un frisson terrible. Maintenant, je peux dire pourquoi elle a tenu à être là. L'UDI, les discussions que nous avons eues ensemble pour créer l'UDI, ça s'est fait dans son salon, place Vauban, avec Antoine Veil, son mari, qui nous a quittés quelques années avant, 3 ans avant. Merci.